Donc, je me présente, je m'appelle Jaous Marwa et je ne suis que doctorante pour le moment. Ah, Et pourquoi le je ne suis que? entre nous, là, vous êtes toutes, on va Mais dire, non. toutes et tous des connaisseurs dans le domaine et moi, je ne fais que prendre mes marques, on va dire ça comme ça pour le moment. Et donc, après mesdames qui ont parlé de cinéma, de peinture et de musique, moi, je vais aborder la photographie, qui est un autre art. Et j'aimerais juste souligner le fait que Le Clésio, puisque je vais aborder un roman de Le Clésio, il adore les arts. Et à partir de ces romans que j'ai lus, dans tous ces romans, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il utilise les arts, que ce soit dans ses titres, en référence. Il cite des écrivains, des peintres, pardon, des titres, des chansons, etc. Bon, donc, mon intervention s'intitule De l'interartialité à travers la médiascripture et l'illustration photographique, exemple du roman L'Africain de Le Clésio. Avec l'avènement de l'ère contemporaine, on observe un décloisonnement entre les disciplines, notamment entre les différentes expressions artistiques. L'hybride peut se manifester dès lors sous de nombreuses formes, allant du bouleversement des techniques scripturales à l'éveil sensoriel. De même, l'impact des progrès technologiques sur la littérature a contribué au chamboulement de ces codes. Parmi ces innovations, l'intégration des illustrations photographiques ou picturales. Donc, ainsi, le dialogue entre texte et image donne naissance à une collaboration novatrice. Il n'est pas rare de croiser des romans où texte et image évoluent côte à côte, générant une nouvelle appréhension du produit scriptural, qui est le roman dans notre cas. Les écrivains ont tenté l'expérience d'introduire des illustrations photographiques dans leurs écrits. C'est le cas, par exemple, dans les carnets des voyages et des livres illustrés. Les récits qui illustrent photographie, je cite, sont relativement rares, ce qui leur vaut une certaine étrangeté, relevant de l'effet rétro et de l'audace avant-gardiste. Cependant, les néologismes qui réfèrent à ce dialogue entre ces deux modes d'expression ne fusent pas, et la théorisation de nouvelles approches explore plusieurs disciplines. Martine Joly estime que le type d'approche que l'on fait de l'image dépend du champ même au sein duquel on décide de son étude. Plusieurs concepts tentent alors de rendre compte de cette fusion des arts. On peut citer la sémiotique, la sémiologie ou alors l'iconographie. Notre problématique va tenter donc d'interpréter ce dialogue entre le lisible et le visible et les outils théoriques pour l'appréhender. Donc, de ce constat découleront nos objectifs, qui seront en premier lieu d'exposer quelques théories qui se donnent pour objectif d'appréhender le dialogue entre texte et image. Et on va aussi aborder la fonction du texte en présence de l'image et vice-versa. Les fonctions de l'image lorsqu'elle est introduite dans un roman. Donc, cette intervention ne se veut en aucun cas exhaustive des autres théories qui s'inspirent de l'iconographie et de la sémantique. On ne veut pas aborder ça, car c'est un autre domaine. Subséquemment, le terme médiascripture ou médialiture proposé par Guillaumin nous semble être une éventuelle piste vers d'autres possibilités de théorisation, des interactions entre le lisible et le visible. Nous avons choisi le roman de l'Africain de Jean-Marie Gustave Le Clésio, car ce dernier est illustré, ou plutôt orné, de 15 photographies qui accompagnent la narration. Le premier volet de notre intervention est consacré à un aperçu sur les rapports texte et image. Donc, Christiane Reggiani propose l'hypothèse selon laquelle il y aurait un âge photographique de la littérature, où le roman moderne du 19e siècle a été influencé par la photographie. Les écrits de Balzac, par exemple, témoignent du point de vue photographique, basé sur une intériorisation qui a cependant représenté et non pas asserté. Par contre, le roman flaubertien est perçu comme la première tentative d'une écriture proprement dite photographique. Borogowski a pu relever plusieurs aspects de l'influence photographique sur le style zolien. En effet, l'effet de contraste, par exemple, l'effet de contraste premier, le second plan, le goût du détail et l'effet de flou. L'auteur précise que, je cite, « le style de l'écriture naturaliste n'est pas photographique,
mais que la démarche de Zola s'inspire sans doute d'une certaine culture photographique, en plus de l'enquête du romancier qui est similaire à celle du photographe dans la création des décors de ses œuvres. Et Zola emploie plusieurs métaphores par rapport à la photographie, par exemple l'album photographique, image latente ou apparition miraculeuse. Au XXe siècle, la photographie occupe une fonction plus importante dans la production écrite. Véronique Montement relève la fonction diégétique et extradiégétique et traite de l'euphrasis, où elle distingue les euphrasis substitutives, son support iconographique des euphrasis complétitives. Donc, les deuxièmes sont un complément du support iconographique. Dans cette même perspective, elle insiste sur les formes d'interprétation du texte et de la photographie. Une euphrasis parfaite qui donne à voir les mots utilisés dans la narration. Elle estime que, je cite, « l'image sert alors de passerelle entre l'imaginaire et le réel ». En ce sens, elle n'est jamais redondante. Elle donne la preuve par le référent qu'elle met à la portée du lecteur. Barthes propose à son tour une sémiologie de l'image. Il s'intéresse au message photographique. Selon lui, la photo n'est pas qu'une copie du réel, mais une émanation du réel passé, une magie et non un art. Plus tard, il s'inspire essentiellement des photos de presse pour ensuite tenter l'analyse des publicités visuelles, en puisant dans les fondements de la rhétorique de l'image. Vers 1964, Barthes propose un apport théorique sur les relations image-langage et constate qu'il est rare de trouver une image sans présence du langage verbal. Pour lui, ce langage verbal double la substance visuelle. Visuelle et entretient alors un rapport structural avec le message visuel. Barthes finit par voir l'aspect subjectif prendre le dessus. Il relève une dualité suscitée par la vue d'une photo, le concept de stadium qui évoque un intérêt humain, une émotion générale ou parfois un sentiment de familiarité à la vue d'une photographie, et le concept de punctum qui serait l'empathie ressentie devant un cliché photographique. Cette sémiotique visuelle développée par Roland Barthes reste cependant néanmoins caractérisée par son aspect proprement, on va dire, subjectif. Leo Hauck développe dans son ouvrage intitulé « La transposition intersémiotique pour une classification pragmatique » une typologie des connexions. Une typologie des connexions qui relie texte et image. Pour lui, les types de rapports que l'on peut distinguer, le type de rapport qu'on peut distinguer entre le texte et l'image dépendent de leur situation de production et de réception, et non pas de la nature intrinsèque du texte et de l'image. François Harvey rajoute à la théorie proposée par Hauck un jumelage entre texte et image. Le résultat de cet amalgame peut être appréhendé soit dans sa simultanéité, soit dans sa successivité. Lorsqu'un roman est produit, le texte précède la plupart du temps l'image qui l'illustre. Toutefois, le lecteur découvre texte et image simultanément. Hauck propose une typologie des rapports intersémiotiques engendrés par la rencontre de ces deux arts. Hervé synthétise les rapports en 4 catégories. Premièrement, la transposition intermédiaire du média, que ce soit un texte ou une image, se dit lors de la migration d'un texte à l'image et inversement. C'est le cas par exemple de l'adaptation de films ou de l'euphrasis. La colocation ou juxtaposition intermédiaire d'un texte et d'une image dans le même espace, comme c'est le cas des livres illustrés. La jonction intermédiaire se produit lorsqu'un texte et une image se combinent, je cite, dans un rapport de complémentarité qui implique un rapport bien plus étroit entre le texte et l'image que la juxtaposition. Elle demande une certaine mixité du verbal et du visuel qui, si l'on le séparait, détruirait le sens produit par leur union, à l'exemple des affiches publicitaires et des bandes dessinées. Quatrièmement, la fusion intermédiaire est créée lorsqu'un texte et une image s'unissent pour donner le résultat d'un seul corps, qu'on ne peut scinder. Cette union produit un discours syncrétique. La calligraphie et les alphabets iconisés sont les parfaits exemples de cette pratique. Donc, ce référent
À la catégorisation développée par Hawke et ajustée par Harvey, la plupart des photographies présentes dans notre roman corpus relèvent principalement du principe de colocation ou juxtaposition intermédiaire, du fait qu'on a pu relever des descriptions précises des clichés. L'auteur fait allusion aux clichés sans pour autant les décrire. On n'a pas pu relever de descriptions vraiment détaillées. Donc, l'image a précédé le texte. Les 15 photographies en couleur sépia et une carte illustrent le roman africain, dans lequel le Clésio rend hommage à son père. La médiascripture ou médialiture comme tentative de théorisation. En fait, le mot a été proposé par François Guyobat, qui est chercheur à l'université de... Je pense que c'est l'université de Nantes. Bon, j'ai oublié, après, il faudra que je vérifie. Bon, donc, il fait paraître un ouvrage qui réunit des contributions sous le thème médialiture, médiascripture, où il souligne la nécessité de création de nouveaux néologismes qui aborderaient d'une manière plus pertinente le phénomène de l'interaction, texte et image, s'inspirant de l'intermédialité qui propose d'appréhender la coexistence de plusieurs médias et arts dans un même espace intermédiaire littéraire et suggérant un raisonnement double, synchronique et diachronique, de sorte qu'on puisse repérer et scinder les différents médias en médias englobants et médias englobés, transcendants et transcendés, en d'autres termes, en hypermédias et en hypomédias. Guyobat propose le néologisme de médiascripture ou de médialiture, qui serait, selon lui, une pratique littéraire englobante, transcendante et dominante des autres pratiques artistiques, en les intégrant en son sein, suivant une logique de mise en abîme systématique, fusionnante et généralisée. Notre roman corpus, qui s'intitule L'Africain, a été publié en 2004. C'est un récit au caractère foncièrement autobiographique et autofictionnel. Il raconte la période du passage du père de l'auteur et de sa famille sur les terres africaines, à travers les souvenirs d'un enfant de 8 ans, l'auteur lui-même, qui essaie de déchiffrer la froideur de la figure paternelle devenue presque un inconnu incompris des siens. Ces fragments de souvenirs sont accompagnés de clichés photographiques, certainement prises par son père. On peut lire sur la table des illustrations qui figurent à la fin de l'ouvrage qu'il s'agit de clichés provenant des archives de l'auteur. Fils accompagné par sa mère et son frère pour retrouver son père au Nigeria. Il y est déployé comme médecin chirurgien de campagne. La narration nous est présentée sous forme de va-et-vient entre les fragments de souvenirs de l'auteur et ceux de son père à travers les clichés. Ainsi, les clichés photographiques apparaissent au fur et à mesure de la progression de la narration, sans pour autant dépendre du texte et des événements relatés. Ces derniers s'insèrent parfois au cœur du texte, au beau milieu d'un paragraphe, ou alors occupent une demi-page, parfois centrée aussi. Donc, la lecture débute à peine qu'on croise la première photographie, qui prend la forme d'une carte manuscrite insérée à la première page de l'ouvrage, de la région d'Ogoja, où le père était médecin responsable, le père de l'Ecclésio. Cette photo offre au lecteur un indice sur le cadre spatial où se déroule la narration. Les clichés présents dans notre corpus ont un point en commun, celui de la spontanéité. Marouane, j'ai une proposition. Est-ce que les photos, c'est sur l'ordinateur? Oui. Ok. Vous pouvez juste nous montrer l'ordinateur, on peut voir. Je pourrais vous montrer dans le roman. Okay. Voilà. Ben voilà. Parfait. Ok, donc là, c'est la première photo. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est une carte. Elle est à côté du texte. Et là, ça nous situe. Donc, on sait qu'on est en Afrique. C'est la région d'Ogoja. Donc, le père de l'auteur, il était médecin dans cette région. Et cette photo offre au lecteur un indice sur le cadre spatial où se déroulera la narration. Les clichés présents dans notre corpus ont un point en commun, celui de la spontanéité. À leur vue, on peut s'imaginer qu'ils ont été pris hâtivement, ce qui se rapproche beaucoup plus de la photo de presse ou des photographies prises lors d'un voyage. Voilà, par exemple. Donc, tantôt présentant des paysages sauvages de l'Afrique, faune, flore, tantôt des manifestations culturelles propres à cette région. Le Clésio intègre parfois des photographies sans pour autant les rendre dépendantes de la narration.
Donc, texte et image, parfois, il n'y a aucun lien entre ce qu'on lit et ce qu'on voit. Donc, les yeux intègrent parfois des photos sans pour autant les rendre dépendantes de la narration. Ces images renvoient à un ralentissement de la narration, l'équivalent de pauses et d'ellipses visuelles, des scènes narratives qui donnent au lecteur le temps et la matière pour imaginer et faire correspondre les faits relatés avec leur imaginaire. Ce ralentissement de la narration se traduit aussi dans les ellipses narratives qui se rapportent aussi au domaine du visuel et de la photographie. On peut citer des passages suivants qui sont pour la plupart des références à l'album photo du père de l'auteur. Je vais vous citer quelques extraits qui parlent de photos. Les rares photos de lui à cette époque, il prend des photos. Les photos que mon père a aimé prendre, ce sont celles qui montrent l'intérieur du continent, quelqu'un qui aurait gardé la mémoire photographique. Donc, de ce même constat, Alex Gagnon, s'intéresse aux fonctions narratives de l'image. Bon, je vais essayer de trouver les fonctions narratives de l'image. Il estime que la présence de l'image intercalée dans un roman ou un texte renvoie à deux fonctions. Selon Alex Gagnon, les images jouent un rôle transcendantal qui pointe vers les conditions de possibilité qui consistent à contrôler la prolification des possibles narratives, en délimitant les objets du récit, en pointant ce qui mérite ou non d'être discuté, raconté ou commenté. Ainsi, l'image se charge de délimiter le discours narratif, une restriction sélective. Partant de ce constat, les 5 images photos qui illustrent l'Africain nous donnent des indices sur le cadre spatial et temporel de la narration, les paysages, les tenues vestimentaires, les corps dénudés, les visages et les habitations nous font penser à l'Afrique. La fonction testimoniale réfère au fait que l'écrivain octroie à l'image le rôle de témoin de la narration. Je cite, « L'image dès lors devient un média d'enregistrement. Elle vient corroborer et authentifier ce qu'expose le texte. » Gagnon se propose aussi d'étudier les fonctions narratives du scriptural en présence d'illustrations. Le texte remplit généralement une fonction testimoniale, vu que la superposition texte-image reste rare, ou relève une relation de complémentarité mutuelle, relevant de l'emmêlement. Le texte sert donc à reproduire la crédibilité biographique d'une image, donc à valider son contenu en l'insérant dans un circuit d'explication. Dans notre roman, l'auteur nous livre un regard rétrospectif pour essayer d'expliquer sa relation avec son père. Il déclare « Il m'a fallu retourner en arrière, recommencer, essayer de comprendre, en souvenir de cela, j'ai écrit ce petit livre. » Il combine les clichés photographiques et récits biographiques afin de créer un produit intermédiaire. Le texte peut aussi endosser la fonction de guidage et d'embrayage. Cette fonction se base sur l'aspect expressif du langage. Elle tient en quelque sorte le lecteur ou la lectrice par la main. Elle lui fournit un mode d'emploi en banalisant sa lecture. Cette fonction est souvent liée à une autre fonction, celle de la désignation, qui renvoie à la transcription des codes. La fonction de situation sert à situer l'image et vient complémenter la fonction de désignation. Elle nous fait découvrir des indices sur la vérité biographique de l'image, une sorte d'annonce archéologique de l'illustration, situant l'image à tel ou tel endroit du texte et par rapport à tel ou tel contexte spatial, temporel ou culturel. La fonction de situation prépare le terrain pour la narration qui suivra. La fonction de révélation englobe en quelque sorte toutes les fonctions précédemment citées. Cette fonction renvoie à ce que la poétique narrative appelle le récit. C'est un ensemble de séquences et de transformations narratives où la narration essaye de donner vie à l'image, à l'animer et à donner l'illusion du mouvement. Cette fonction produit ce qu'on appelle l'effet personnage ou l'effet du réel.
Bon, la dernière fonction, qui est la fonction herméneutique, offre au lecteur ou lectrice le libre arbitre de déchiffrer l'image en cas de déficit informationnel, où l'auteur ne donne aucune information sur celle-ci. Certaines images évoquées par le texte n'ont pas été reproduites dans le livre. Le Clésio choisit de décrire des clichés sans les reproduire. Et contrairement, certaines photographies illustrent le roman sans pour autant être décrites par l'auteur. Partant d'une étude consacrée à la photo de presse, Umberto Eco déclare en 1986 que, je cite, « les vicissitudes de notre siècle sont résumées par des photos. Chacune de ces images est devenue un mythe et a condensé une série de discours. Ainsi, certaines photos censées n'être qu'éphémères se retrouvent ancrées dans l'histoire de l'humanité. Ce paradoxe entre la capture rapide et l'instant vulnérable et la résistance au temps constitue une sorte de mémoire collective servant à immortaliser le moment. En lui assignant une citation descriptive, on la situe dans un espace géographique et temporel limité. Par contre, sans légende, l'image acquiert une signification indépendante et multiple. La photo de famille ou de voyage a une fonction primordiale de cohésion du groupe qui s'opère grâce à la verbalisation collective que provoque la photo. Et le souvenir commun qui lui est lié. Cette verbalisation orale se retrouve d'ailleurs souvent consignée en partie par écrit dans les albums de famille ou de vacances. Les clichés de notre corpus représentent bien cet aspect de continuité et de jonction entre présent et passé. Bon, donc en guise de conclusion de ce fiasco, nous soulignons la complexité des relations entre texte et image, d'où la difficulté à instaurer des théories plus précises et qui témoigneraient de toutes les facettes de cette interaction. Ces liens relèvent le plus souvent de l'implicite et de la subjectivité, parsemés par un souci d'information documentaire. Le Clésio illustre le mutisme de son père par des clichés photographiques. Il remplace un sens par un autre, l'audible par le visible. Mots et échanges langagiers par des illustrations qui permettent à l'esprit d'imaginer, de remplir les blancs du texte à l'aide de l'imagination. On assiste à une dualité représentation-interprétation où le texte essaye soit de traduire ou de décrire l'image en usant de moyens verbaux et discursifs, soit de passer cette représentation sous silence, une sorte d'ornement du scriptural et une invitation au rêve et au voyage. Donc voilà. Je pourrais prendre le relais pour. Bien sûr, avec plaisir. Madame Djaout, sache que ton intervention n'a pas été un fiasco du tout. C'est même parmi les rares communications qui m'ont interpellé le temps. Et pour la petite histoire, j'assure une matière à CITIF 2 à l'université où elle est doctorante, littérature et médias. Et ben dès maintenant, je te concède l'enseignement de cette matière parce que tu le mérites amplement. Tu ferais l'enseignante idéale du module pour les masters en littérature approche interdisciplinaire, littérature et médias. Est-ce que je pourrais… le débat a commencé, pas? Non? Oui, bien sûr, oui. C'est bon, on a fini avec le… Ouais. Pour rebondir directement avec Djaout, bon, le Clésio, je l'ai lu, mais pas trop. Par contre, en vous écoutant, en parlant de Balzac, je me suis souvenu de mes lectures anciennes de Balzac. La photo à l'époque, elle s'appelait daguerréotypie ou daguerréotype ou quelque chose comme ça, par rapport à Daguerre qui a inventé la photographie. En évoquant, quand vous avez évoqué Zola, je me suis souvenu qu'il a fait des pièces de théâtre naturalistes avec des tableaux, donc c'est presque des images. Et surtout, en vous écoutant, en parlant d'autofiction, d'autobiographie, chose que j'ai beaucoup travaillé à une certaine époque, et j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Lejeune une fois, et Rachid Boujdra, on a travaillé ensemble, Amel, sur Rachid Boujdra, c'est quelqu'un qui est passionné aussi de photos, qui, dans certains… Semira le sait, hein? Oui. Oui. L'extraxis.
il a beaucoup usé de l'écractisme c'est ça. pour encourager notre étudiante, notre doctorante plutôt. Je disais, donc, je l'encourage à lire déjà La macération, donc un texte autofictionnel où il parle de la macération des souvenirs, mais en même temps, le personnage fait des photos. À l'époque, c'était des négatifs qu'on devait macérer dans un liquide spécifique pour avoir la photo, pour développer la photo. Le personnage photographiait le séisme de Chlef de l'Aslam en 1981, et c'est un moment très marquant et récurrent chez Boujdara, qui revient dans beaucoup de ses romans. Il y a Fascination, par exemple. Hein? Oui. Fascination, par exemple. Ah ben oui, voilà, sur lequel tu as travaillé, justement. Oui. Et Samir Toumi, qui a écrit à un certain moment Alger le cri, dans lequel texte autofictionnel, romanesque, on ne sait pas, un récit, donc on ne sait pas le catégoriser exactement, mais dans lequel il incorpore beaucoup de photos de famille, avec le père, donc fonction testimoniale, comme tu le dis. Voilà. Et le dernier, Ismina Khadra, donc qui est le baiser et la morsure. Donc image du petit Mohamed Moussoul, qui avec son papa. Et à l'intérieur du récit, publié dernièrement chez Casbah, on trouve toute une panoplie de photos, même la photo de son épouse, Emel Yasmina, auquel il doit son prénom littéraire. Donc c'est un domaine, Madame Jaoud, c'est un domaine au potentiel énorme, et tu seras une référence dans ce sens. Voilà, merci. Merci à vous. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux justement concernant le lien entre la photographie et le texte littéraire maghrébin. Donc, c'est vrai qu'on a tous des images justement de cours qu'on a eu avant. Moi, je me rappelle d'un cours où on a fait le lien avec les photographies et par exemple, et c'était quoi? C'était la sémiologie en troisième année. Voilà, exactement. On a travaillé sur la sémiologie d'image chez Barthes, etc. Donc, c'est vraiment un champ très, très, très riche. Donc, je te félicite pour ta communication qui était loin d'être un fiasco. Très, très loin. Non, ce n'est pas du tout un fiasco, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Vas-y. Quand j'ai commencé à travailler sur fascination, j'ai évoqué dans la description, parce qu'après tout, la fascination à travers fascination, il a usé et même abusé de l'extraxis. Voilà. Donc, j'ai été chercher où trouver de la théorie, comment la comprendre, comment classer les traits de la description de l'extraxis de la faute. Je suis tombée sur un article sur Marcel Proust et la photo. Alors, des critiques littéraires, je cite au passage Jean-Pierre Montier, qui était mon encadreur pendant ma thèse. Alors, il a travaillé sur Marcel Proust et la photo. Ce n'est pas des photos qui sont associées à son texte. Par contre, à travers des photos de famille, ils ont dégagé des textes et des récits. À chaque fois qu'ils tombent sur des photos, ils essayent carrément de les analyser, de sorte de les exploiter, de sorte de faire sortir carrément des récits de la vie de Marcel Proust. Donc, c'est pour un petit peu appuyer le travail de Marwa et pour lui dire, après tout ce temps, votre exposé m'a aidé un petit peu de classer les fonctions, de comprendre, à l'époque, c'était en magistère, c'était pour moi un tourbillon de fonctions Donc, pour cela, moi, j'encourage Marwa et je lui souhaite une très bonne continuation. On a Madame Nezha qui a levé la main et après, je donne la parole à Souhila. Madame Nezha. Oui, bonjour, rebonjour. Donc, je voulais encourager Madame Jaoud, c'est-à-dire pour son sujet. Ce n'était pas du tout, comme l'a dit Monsieur Slimani, un fiasco. Donc, c'était très réussi. Moi, je voulais aussi parler du côté, c'est-à-dire associer l'image, c'est-à-dire le recours à l'image avec le côté psychanalytique de l'auteur. C'est-à-dire pourquoi le choix de ces images et non d'autres images.
Donc, on pourrait aussi peut-être travailler sur ce côté, c'est-à-dire faire Madame Jaoud, si c'est, c'est-à-dire le sujet de son doctorat, essayer de voir aussi c'est-à-dire pourquoi l'auteur fait recours à ces images et non à d'autres images, c'est-à-dire du côté peut-être psychanalytique, du côté, c'est-à-dire du vécu de l'auteur et tout ça. Donc, ça pourra être aussi une perspective de recherche assez intéressante. Voilà. D'accord, je prends note. Merci. Souhila? Voilà. Merci. Merci à toi. Oui. En écoutant justement l'intervention de Madame Issa Nezha, elle s'enchaîne justement à ce que je voulais dire à Jaout Marwa. Bon, avant toute chose, ce n'était pas un fiasco, ça arrive, c'est les aléas justement des webinars, etc. Et même en présentiel, parfois en bug. Oui. En dehors de l'élément informatique, parfois ça bug. C'est humain. Alors, je voulais dire par rapport à cela, par rapport à ces photographies présentes dans le texte de l'Ecclésio, peut-être il faut aussi chercher du côté des surréalistes, hein, comme ils étaient des avant-gardistes, c'est eux qui ont œuvré avant toute chose au décloisonnement total de toutes les disciplines et de tous les arts. L'exemple qui s'offre de prime abord, c'est particulièrement les calligrammes. Ok, la fusion de l'écriture poétique avec l'image. Je ne parle même pas d'illustration, c'est une fusion, c'est une confluence interne totale. Aussi, au niveau de Nadja d'André Breton, c'est lui qui a initié cela, avant tout le monde, hein, où on retrouve des dessins, des croquis, des timbres de poste, mais aussi des photographies. D'accord? Donc, il me semble, Marwa, qu'il serait intéressant que tu t'orientes justement pour les soubassements théoriques qui sont que certes tu as découvert, mais parfois les théories ne nous offrent pas toujours les outils méthodologiques, pratiques pour analyser notre corpus. Il me semble que en te penchant sur les travaux qui ont été réalisés sur justement un corpus des écrivains et des poètes surréalistes, ça pourrait énormément t'aider. Rajouter à cela la dimension psychologique qui a été énoncée il y a quelques instants par ma collègue. Et cette dimension psychologique qui est très importante parce qu'en fait, elle détermine le choix de telle et de telle photographie ou dessin ou autre. Elle est très importante. C'est pour cette raison que je parle des surréalistes dont le travail s'inscrit dans la psychanalyse. de façon directe dans le champ de l'inconscient, dans la psychanalyse. Ils ont beaucoup rebondi sur les théories freudiennes et ainsi de suite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. En fait, je voulais dire justement qu'il y avait une question qui était écrite dans le côté conversation. Donc, je ne sais pas si elle est adressée à qui. Peut-être à tous les intervenants. Donc, je renouvelle mes remerciements. Donc, je souhaiterais savoir si possibilité il y a de publier. Bon, non, c'est pas celle-là. Voilà, une question aux intervenants. Y a-t-il des théories qui expliquent l'origine de ces ressemblances et ces similitudes qu'on pourrait trouver entre l'expression littéraire et les autres expressions artistiques? Je pense que Souhila a essayé de répondre tout à l'heure. La théorie interraciale, c'est ça, et la sémiotique. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres intervenants qui pourraient répondre? L'imagologie peut-être, Amel, non? L'imagologie, je pense à l'imagologie maintenant. Je me dis que, bon, en littérature, on essaie de dégager les images, mais on va voir aussi comment l'image se présente en peinture. C'est les mêmes, à peu près, description et représentation. C'est le mode d'expression qui change. Ça peut être un terrain à explorer. L'imagologie, si vous permettez, l'imagologie a un premier niveau, mais l'imagologie ne permet que d'entamer un travail comparatif. Oui. Or, le champ des possibilités, justement, des rapports qu'offrent justement les autres disciplines, c'est de nous permettre de déceler non pas seulement des ressemblances
et des différences, mais des inclusions potentielles d'un art dans un autre. C'est la théorie de l'art pour l'art qui a été amorcée déjà au 19e siècle par Théophile Gautier. Donc, l'imagologie, effectivement, elle permet justement ce rapprochement-là, mais à un premier niveau. Tout dépend de l'intention du chercheur. Tout dépend de l'intention du chercheur et bien sûr de son objet d'étude. Voilà. Donc, s'il y a un autre intervenant, peut-être une autre question, des ajouts. C'est vrai que la littérature et les arts, c'est devenu maintenant carrément une matière qui attire beaucoup les étudiants, parce que c'est le seul espace où on étudie autre chose que le texte littéraire. Et voilà, ça les intéresse très près. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des étudiants qui sont passionnés par l'adaptation cinématographique, par les séries. L'année dernière, on a eu un master, un mémoire en master qui a travaillé, et l'étudiante a travaillé sur Game of Thrones. Donc, elle a fait le lien avec les rois maudits. C'est ambitieux comme travail. Bah oui, oui. Bah, elle voulait faire un travail sur Game of Thrones et pour trouver justement le lien avec un texte francophone parce qu'on exige ça ici. Donc, voilà, donc elle a fait le lien directement avec les rois maudits et franchement, c'était un très bon mémoire. Et j'imagine que c'est le cas aussi dans les autres universités. Oui, c'est pareil pour nous aussi. C'est vrai que j'ai remarqué que nos étudiants ont tendance à avoir ce penchant pour la peinture, donc il y a la littérature et le cinéma et la littérature. C'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué aussi. D'ailleurs, même pour les mangas. L'année dernière, j'avais découvert une étudiante, une doctorante qui a travaillé sur… Elle est en train de faire une thèse sur les mangas. Donc, pour vous dire justement que les étudiants d'aujourd'hui, ils ne se contentent plus juste d'analyser un texte littéraire, un roman, mais aussi d'aller au-delà justement du texte littéraire, l'adaptation, la novélisation, et voilà, et trouver le lien entre les différents arts et le texte littéraire. Donc, je pense aussi que la littérature comparée contribue beaucoup justement à ce genre d'études parce que ça ouvre aussi le voie sur autre chose que le texte littéraire. En tout cas, c'est le cas à l'université de Ghent. Littéraire qui s'ouvre sur les autres domaines. Exactement, voilà. En fait, c'est un peu comme pour la géocritique aussi, c'est la littérature qui s'ouvre sur l'espace. C'est comme pour l'éco-critique qui en ce moment fait beaucoup parler d'elle. Donc, c'est une théorie qui est assez intéressante à étudier. C'est ce qu'on appelle les théories du Nord. Donc, c'est la littérature qui s'ouvre en fait sur les autres domaines, c'est ça.